Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Robert Savoie, un Québécois de 57 ans, en couple, né à Gatineau. Auteur à succès et conférencier international depuis plus de 30 ans, Robert Savoie est un homme de cœur qui a su déjouer de grandes épreuves dans sa vie, notamment le très éprouvant assassinat de son père. La vie lui a tendu plusieurs pièges et défis, mais tous ces obstacles lui ont permis de devenir un homme d'affaires et un coach de vie en pleine conscience. Avec plus de 3800 conférences, plus de 105 000 spectateurs à son actif, il rejoint des milliers de personnes aux quatre coins de la francophonie mondiale. Certaines personnes ont de la difficulté à se prioriser et font passer les autres devant eux. D'autres sont aux prises avec une histoire de vie difficile et ne savent pas par où commencer pour s'en libérer. Personne n'a la possibilité de changer son passé, mais Robert nous explique que l'on peut toutefois choisir de vivre autrement, ici et maintenant. Un grand bonjour, Bobby. Je suis vraiment ravie de te voir. J'ai d'ailleurs, en préparant l'épisode, vu que tu étais en pleine tournée au Québec, tu as 8 dates, tout est complet. Donc, merci de nous voir juste avant en fait, ta conférence. Merci. Merci, Elodie. C'est quand j'entends toujours la bio témoigner d'une personne, ça vient toujours me toucher. Toujours d'avoir le chemin parcouru, puis je ne veux pas oublier ça d'où ce que je viens. Tu sais. Je ne veux pas oublier ça. C'est tellement important pour moi de pouvoir me centrer et ressentir ce qui est là. Tu sais. Fait que merci, Elodie. Merci. Ma première question, ce serait de te demander de te présenter personnellement. Qui est ce grand Bobby? J'adore me présenter. J'ai 57 ans. 57 ans le 13 juin. J'ai appris à être un amoureux de la vie, de l'humain, avec le temps. Et j'ai compris que c'est en ayant développé l'empathie et la compréhension de soi que je peux en avoir pour l'autre. Et la façon, pour moi, que je l'ai fait, c'est vraiment d'avoir été dans l'authenticité. Être honnête le plus possible, être vrai le plus possible avec moi pour être capable de faire sentir ça aux gens. Quand je suis alentour de gens, j'aime ça être en intimité avec eux, tu sais, qu'on ait des bons échanges, qu'on parle de soi. Et pour moi, c'est avec la vulnérabilité, sensibilité que je suis arrivé à cette authenticité, qui est des forces humaines qu'on a en nous. Et de l'avoir développé, mais ça fait de moi cet homme de cœur. C'est ce que les gens répètent depuis 30 ans. Robert, toi, tu es un homme authentique. J'aime ta vulnérabilité, sensibilité que tu as acceptée. Tu dégages une énergie qu'on est près de toi, qui est palpable. Alors, tout ça, après l'avoir fait répéter des gens, ça fait comme, OK, accueille Robert, là. C'est ce que tu es. Est-ce que toi, tu l'acceptes? Et aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un d'humain, simple, très, très, très simple, avec un cœur immense. Ouais. Ouais. Je peux que confirmer pour avoir passé 2 séjours avec toi au Mexique et en Espagne. Et c'est tellement ça. C'est tellement la personne que tu dégages. Et c'est pas le cas de tout le monde, je trouve, d'être congruent. Hum. Vraiment. Et c'est ce que j'ai le plus aimé en te rencontrant. Merci. J'aimerais bien évidemment qu'on parle un peu de ton passé.
parce que c'est aussi la clé de ce que tu amènes aux personnes. Et tu disais, quand j'ai lu ta bio, je me rappelle d'où je viens. Oui, Alors, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, si tu veux bien. mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Et comment l'amener pour que les gens puissent se retrouver. Tu sais, puis aujourd'hui, il a dit, j'aime ça dire aux gens qui sont à l'écoute, c'est toi qui est important. Tu sais, mon histoire, c'est la mienne. Elle peut t'inspirer, elle peut te déclencher, elle peut te rappeler, elle peut aussi t'amener peut-être des pistes de solutions, mais c'est toi qui est important, qui est là, qui écoute, tu sais. Comme moi, c'est moi qui est important dans le ici maintenant avec ce que je vais nommer. Ben, premièrement, je suis le cinquième d'une famille de 5 garçons. C'est moi le plus jeune. Et imagine-toi, il a dit, c'est moi le plus beau. Et les autres sont laids, s'il vous plaît, OK? Non, non, c'est ça. Mes frères sont super beaux. Et une famille dysfonctionnelle. Et j'aime dire aux gens, aujourd'hui, si j'avais à rechoisir les parents, mais je choisirais la même famille parce que à travers ces magnifiques personnes, ça le fait de moi. J'ai développé une authenticité, j'ai développé une identité à travers ce parcours-là que j'ai pris soin aujourd'hui depuis plus de 30 ans. Mais mon parcours, oh mon Dieu, si tu me demandais, il a dit, Robert, est-ce que tu referais le même parcours? Je choisirais la même famille, mais j'aimerais éviter certaines expériences. Premièrement, à la maternelle, ici au Québec, je me suis brisé le poignet gauche, et on m'a forcé d'écrire de la main droite. Fait que mes débuts scolaires ont commencé comme ça, avec de la dictature, tu sais. Tu vas écrire de la main droite, tu vas être capable, tu vas l'apprendre. Et ça a été terrible pour moi parce que je me suis senti écrasé. Et suite à ça, on a vu dans mon parcours que j'avais des troubles d'apprentissage avec un déficit d'attention, trouble à l'opposition accompagné de dyslexie. Alors, on m'a placé dans des classes de récupération qu'on appelle au Québec, et on le place là, puis on va voir ce qu'il va faire avec tout ça. Fait que j'ai été laissé seul à moi-même. Et ça m'a amené dans un parcours de violence parce que je me sens inférieur, je me sens moins que rien suite à des abus sexuels que j'ai vécus. À l'âge de 7 ans, 3 semaines d'intervalle, 2 abus sexuels qui m'ont fait sentir comme si j'étais un déchet. Par la suite, avec la violence du père, j'ai été élevé avec coups de strap, des regards écrasants, beaucoup de mépris. Et ça m'a amené rapidement dans les stupéfiants. Alors, à l'âge de 13-14 ans, j'étais déjà, il a dit, dans des drogues dures, cocaïne. De l'âge de 17 à 23 ans, il n'y a pas un bar au Québec, dans ma région, il n'y a pas un bar qui m'accepte parce que je suis un trouble fête. J'ai tellement peur de l'homme, parce que pour moi, l'homme représente l'autorité, puis c'est agressif et c'est violent. Alors, quand j'ai les substances, quand je suis avec l'alcool, tout ça, ce mélange de cocktail fait en sorte que je deviens une bombe. Ou le simple regard ou la simple parole d'une personne qui ne fait pas mon affaire, je deviens agressif. Alors, il n'y a pas un bar qui m'accepte. Et de 17 à 23, ben, j'ai une douzaine de charges d'assaut sur les agents de police. Je deviens violent quand je me fais arrêter. C'est ce que j'ai appris. Et à l'âge de 22 ans, je suis portier dans un bar. Et en étant portier à ce bar, il y a une dame qui m'a dit je t'aime. Et ça le fait. Ah oui? Voudrais-tu le répéter, s'il te plaît? J'ai dit ça. Il y a de quoi qui se passe en moi quand tu dis ça? Et cette personne, elle est devenue ma conjointe. On a été 11 ans ensemble. C'est la mère de ma fille, qui a 34 ans aujourd'hui. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai dit, OK, je ne peux pas faire vivre à ma fille ce que moi je vis. Et il y a eu une force en moi qui a fait en sorte que j'ai arrêté la consommation. Et j'ai eu un travail plus sain. Et j'ai commencé à m'entraîner. Je faisais de l'entraînement, et dans mon cas à moi, quand on a des problèmes de toxicomanie, la majorité des gens, je vais parler pour moi, mais il y a un extrémisme en soi qui se développe.
et je m'entraînais, j'ai transféré ça dans l'entraînement. Je m'entraînais entre 3h30 et 4h30 par jour. Je pesais un 90 kilos environ. Là, j'étais dur comme un roc. Mon cœur battait à 52. J'aurais pu faire les Jeux olympiques. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans. J'aimais, tu sais, c'était mieux, là. Le travail, la conjointe, c'était plus stable, plus simple, malgré la souffrance qui était encore bien présente. Et à l'âge de 27 ans, j'ai été déclaré comme quoi j'avais la maladie de Crohn. Alors, on m'a enlevé le gros intestin au complet, le rectum, puis je suis stomisé aujourd'hui pour la vie. Et à cette époque-là, quand tu as 27 ans, c'est un traumatisme, là. C'est encore un échec, tu sais, encore une expérience traumatisante. Pourquoi que ça m'arrive? Je prends soin de moi. Fait que le découragement, hein, c'était une période dépressive que j'ai remonté cette dépression, si je peux dire ainsi, inconsciente. Et suite à cette maladie, j'ai retourné chez mes parents parce que ma conjointe travaille, ma fille elle a 5 ans. Et en retournant chez mes parents, mon père a 63 ans, ma mère aussi. Un soir, mon père part pour aller travailler à 1h30. Il attend ses liasses de journaux dans un cul-de-sac. Il y a 3 individus, 2 de 18 ans et 1 de 19 ans, sont sous les effets de stupéfiants. Et il traverse la rue où est-ce que mon père est stationné. Et mon père, lui, est débarqué de son camion pour montrer qu'il y a un camion qui s'en venait lui porter ses liasses de journaux. Et les 3 individus sont approchés de lui en lui demandant « Monsieur, on aimerait ça que tu viennes nous porter à un autre endroit. » Et mon père dit « Je ne peux pas partir, le camion va arriver d'une minute à l'autre. » Et ils sont avancés, il y en a un des 3 qui s'est en arrière de lui. Il l'a frappé à coup de poing et en le frappant à coup de poing, il est tombé au sol, couché sur le dos. Et les 3 individus sont mal frappés à coups de talon au visage. Et ils l'ont tué pour 40 euros. Et je vous épargne de tous les détails, là. Et à 5 heures le matin, je suis couché dans la chambre de mes parents et je sens une main sur mes pieds. Et quand je me tourne, c'est mes 2 frères qui sont en sanglots pour m'annoncer la mort de mon père. Et ce qui m'a déclenché, c'est quand mon frère a dit « Papa s'est fait tuer ». Tout ce que j'avais accumulé, de 0 à 28 ans, ça s'est éveillé comme un volcan. Je me suis mis à hurler. Je pleurais, je criais, je frappais. Et le détective qui s'appelle Marc Pinault, un beau grand monsieur qui est arrivé en complet avec une sagesse, une expérience incroyable, il m'a calmé. Et en me calmant, on s'est assis, les frères, ma mère. Il nous a dit qu'est-ce qui était pour se passer. Encore là, je vous épargne les détails, mais ils ont fait l'arrestation de ces 3 personnes. Il y a eu l'enquête préliminaire et ces gens-là, ils ont fait une douzaine d'années de prison. Et j'étais 5 ans, Élodie, là, j'étais 5 ans à vouloir tuer ces personnes. Je vivais pour tuer ces personnes parce que c'est ce que j'avais appris, tu sais, dent pour dent, œil pour œil. Et quand tu regardes la télé encore aujourd'hui, tu sais, on écoute des films d'action que le parent se fait tuer, l'enfant se fait tuer ou violer ou qui vit une atrocité. Les films nous encouragent à la violence. Et on regarde ça, puis on espère que le parent ou l'enfant ou l'ami va rendre justice par la violence. Puis des fois, c'est des atrocités qu'on voit, puis on aime ça, ce genre de film. Alors, encore aujourd'hui, en 2024, 2025, bientôt, les gens encouragent cette violence. Et moi, pendant 5 ans, comme je te dis, en dernier, il a dit, là, les films d'horreur que je me créais, là, c'était épouvantable parce que ces gens-là étaient en prison, mais j'étais en prison affective. Je travaillais jour et nuit parce que je me sauvais dans le travail. Je ne voulais pas retourner dans les substances, je ne voulais pas faire vivre ça à ma fille. Je ne la voyais pas. Je n'étais pas présent dans la présence là, avec ma conjointe. Et après 5 ans, ma conjointe, elle a décidé de me quitter. Et ça a été la croisée des chemins. Ça a été une expérience. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un cadeau déguisé que j'ai appris à développer. Et par contre, je vis l'abondance monétaire parce que d'avoir travaillé aussi longtemps et aussi fort,
Ça m'a amené à l'abondance monétaire et j'avais un domaine incroyable et j'étais assis dans mon domaine qui est immense. Puis là, je réalise le choix que j'ai fait parce que c'est moi qui m'ai amené là suite à ces expériences que je n'ai pas pris soin. Et là, je prends conscience comme quoi que j'ai tout côté matériel, mais je ne suis pas capable de l'apprécier. Je ne suis même pas capable de ressentir cette abondance. Et en plus, je suis seul à vivre ça. Et là, je suis en colère contre moi. Et je suis dans la colère et je le sais que c'est moi qui l'ai créé. Et là, je m'en vais dans la douche pour essayer d'apaiser cette souffrance qui est en moi et je me mets à me frapper, là, dire, je me frappe. Je suis tellement violent que je ne sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai mal. Et je suis sorti de la douche, j'ai tombé couché au sol dans ma chambre et moi qui ne crois pas en rien, parle-moi pas de spiritualité, encore moins de la religion et d'énergie, je ne crois pas en rien, mais je suis tellement dans le désespoir que je regarde au plafond et je dis, si tu existes là, montre-moi le chemin parce que je ne sais plus quoi faire. Et le lendemain, je suis arrivé à un des endroits où est-ce que je fais affaire et il y a une personne qui s'appelle Ginette Fontaine et elle me dit, tu sais, Robert, il y a des gens qui peuvent t'aider. Et c'est comme si l'appel que j'avais fait la veille, j'avais ma réponse. Et c'est là que j'ai commencé à prendre soin de moi. Premièrement, j'ai sorti de l'isolement affectif. J'ai nommé ce qui était là pour moi, comment est-ce que je me sentais. C'était quoi ma souffrance de fond? C'était les premiers pas que j'ai faits. Et j'ai senti un bien-être. Et dans ce bien-être-là, ça m'a amené à retourner aux études pour approfondir mes connaissances. Et j'ai commencé à faire des petits partages. Moi qui n'allais même pas à l'école quand c'était le temps de faire un exposé oral, et là, je me présentais devant une vingtaine de personnes, des fois une dizaine, des fois une trentaine. Et là, j'allais partager mon histoire. Et à chaque fois que je partageais mon histoire, j'avais l'empathie et la compréhension des gens. J'amenais les gens à une réflexion, à réfléchir de leur propre vie suite à ce que j'avais vécu. Et au début, Élodie, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Parce que j'avais compris que le choix du pardon ou de la libération, c'est un choix égoïste, que je faisais ça pour moi, pour libérer ce qui était en moi. Et je me sentais bien, mais je ne voulais pas les voir. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai continué à marcher ce chemin de vérité en intimité avec moi. Et en ayant marché ce chemin de vérité, d'intimité, dans la matière d'énergie que je continuais à libérer par le partage, par l'expression, mais j'ai creusé encore davantage dans cette noirceur pour m'approcher, on va dire, la lumière de mon amour de soi. Et j'ai su qu'il y a un des 3 assassins qui s'en voulait d'avoir tué mon père. Et ce que j'ai ressenti, tu dois faire quelque chose pour lui. Il se sent coupable, il s'en veut. Et j'ai appelé Marc Pénaud, le détective. J'ai dit, Marc, je ne sais pas comment faire ça, mais je voudrais aller voir Joey, celui qui a tué mon père en prison, pour lui dire, hey, Joey, pardonne-toi. Moi, je t'ai pardonné. Pardonne-toi en sortant d'ici. Et là, j'ai entendu un silence au téléphone. Là, je dis, Marc, est-ce que tu es là? Il dit, oui, je suis là. Mais il dit, je comprends pas. Tu sais, il a tué ton père sauvagement. On n'a tué même pas un animal comme il a tué ton père. Puis toi, tu vas aller en prison pour lui dire que tu lui as pardonné. Il dit, moi, je prendrais mon 45 puis je l'ai tiré, toi. Mais il dit, moi, je ne peux pas t'aider. Par contre, je vais te mettre en contact avec la justice réparatrice. Et en me mettant en contact avec la justice réparatrice, j'ai rencontré Jamie Scott, le président de cette justice réparatrice, et Francine Tetley, qui est un avocat. Et le processus a duré 9 mois. Encore là, je vous épargne les détails, mais le processus a duré 9 mois et j'ai rencontré Joey en prison. Et pourtant, j'étais 5 ans à vouloir le tuer, à vouloir le décapiter. Et là, j'ai un assassin
qui est en face de moi et que je le regarde et j'ai aucune haine, il a dit. Et quand je m'aperçois que je suis en face de lui, je me dis, c'est pas l'homme que j'ai construit de 0 à 33 ans. C'est l'homme que j'ai déconstruit. J'ai marché un chemin que je n'avais pas marché. Et c'est cette expérience-là qui m'a amené à prendre soin de moi. Aujourd'hui, si je pouvais appuyer sur un bouton puis dire à mon père, papa, on s'en va d'ici, il va arriver un malheur, mais ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est à moi de me responsabiliser. C'est à moi d'accueillir mes propres émotions et de les accepter pour continuer à avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et à cette rencontre-là, je l'ai pris dans mes bras, là. Tu sais, je l'avais dans mes bras, je l'ai serré et j'avais aucune haine, aucune violence. J'avais de l'amour pour moi. Puis en ayant de l'amour pour moi, parce que je le sais que tout part de soi, j'en avais même pour quelqu'un qui a enlevé la vie de mon père, qui est importante. Puis je peux comprendre les gens qui écoutent présentement dire, il est fou, il est malade, jamais j'y arriverai à faire ça. Mais j'étais là aussi. J'étais à cette époque-là. N'oubliez pas, j'étais 5 ans à vouloir les assassiner. J'étais 5 ans à vouloir leur enlever la vie, mais aussi à m'enlever la vie en dernier. J'étais 5 ans à être perdu, à être émotionnellement pris dans ma cage. Et c'est ma fille que j'ai privée. C'est la conjointe de l'époque que j'ai privée. C'est mes amis alentour de moi que j'ai privés. J'étais sur le pilote automatique. J'étais en mode survie. Puis, tu sais, il a dit, quand je dis ça, je ne suis pas après dire aux gens de devenir épais. Hein? C'est pas ça que je suis après dire. Tu sais, après la rencontre qu'on a aujourd'hui, et tu vas cogner à la porte de ton voisin, puis tu dis à ton voisin, « Hey, je viens d'écouter un podcast là, avec Élodie et Robert Savoie, c'était wow, je veux juste te dire que je t'ai pardonné. Tu sais, là, 2 ans passés, tu m'as volé ma bicyclette, là. Et là, tu le sais, j'ai voulu crever les pneus de ta voiture. Je veux juste te dire que je t'en paie, puis je te pardonne. Puis tu sais-tu quoi? Voici le 2e set de clés de ma voiture. Si jamais tu en as besoin, là, tu peux les prendre. C'est pas ça que je te prédire. Il ne faut pas devenir non plus ignorant. Ces personnes-là, premièrement, ils se sentaient coupables. Ils ont voulu faire un chemin de la libération. C'est ça qu'on doit comprendre aussi. Et même s'ils n'auraient pas fait ce chemin-là, moi, je l'ai fait. Parce que ça part de moi, ça part de nous. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est le bon chemin que j'ai pris. Et aujourd'hui, on a perdu une vie. Pour moi et ma famille, on a perdu une vie qui est importante. Mais à travers mes 3921 conférences, après mes 24 ans d'enseignement, en pleine conscience et libération, il y a des milliers de personnes qui sont venues me voir et qui ont marché ce chemin-là. Mais à travers ces milliers de personnes, j'ai minimum 200 personnes qui m'ont dit, « Robert, si ce n'était pas de ta rencontre, probablement que je ne serais plus ici. » Parce qu'il y a des gens qui avaient l'heure, qui avaient l'endroit, et que c'était le dernier arrêt qu'ils faisaient pour venir vivre mes retraites Atelier Phoenix. C'est des retraites de 3 jours. C'est le dernier arrêt que je fais. Et ces gens-là, ils se sont libérés. Alors, si on fait le compte, on a perdu une vie. Bien, il y a 200 personnes minimum sur mon chemin qui ont décidé de continuer à vivre en se libérant. Alors, le pourcentage et l'impact que ça a aujourd'hui est grand. Fait que j'ai trouvé un sens à ces expériences. En prenant de la hauteur, en prenant de la hauteur et de regarder, OK, qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette cage qui t'emprisonne, qui est dans la colère, qui est dans l'agressivité, que tu ressens rien, que tu n'apprécies rien, ou que tu décides de t'en libérer, puis pour le temps qui te reste à vivre, mais de vivre une vie plus épanouie. Et en ayant marché ce chemin-là, il a dit, au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Et d'avoir continué à marcher le chemin, continuer à libérer, parce que le pardon, le deuil, selon moi, n'est jamais terminé. J'en ai rencontré un en prison, que ça a changé sa vie. Et parce qu'il y avait une femme qui avait son enfant
On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Il y avait du chagrin, il s'en voulait. Il n'y a pas personne qui voulait l'engager. C'est une personne qui voulait s'en sortir. Je l'ai engagé. Et à chaque fois que j'y envoyais son revenu par ordinateur, je disais à mon amoureuse, chérie, viens mettre tes mains sur mes épaules. On va payer celui qui a tué mon père. Ce qu'on doit comprendre, ce que moi je ressentais avant d'appuyer sur le bouton, il n'y a rien de plus grand et il n'y a rien de plus bon à ressentir. Alors la question, elle est, à qui je fais du bien? À moi. C'est à moi que je fais du bien quand je fais ces gestes. Alors pour moi, c'est le chemin à prendre. Je suis très, très touchée par forcément ce témoignage. J'imagine que les personnes aussi qui t'ont écouté. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je te remercie pour cette authenticité. Quand tu racontais ton histoire, je me disais que j'aimerais le voir, tu sais, en film. J'aimerais que les gens voient ça. Tu as raison, on nous montre plutôt la violence, la revanche. Et là, c'est une autre manière de faire. Et tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais là, j'ai l'impression que ce qui t'a sauvé toi, c'est d'avoir détourné ton attention. C'est de plus être sur eux, de plus être sur le deuil, de plus être sur la colère. Et en fait, moi, j'ai cette sensation. C'est que là, tu as mis l'attention sur toi, s'aimer toi, prendre soin de toi. Et en fait, ta vie, elle a changé. C'est exactement ça, Élodie. Oui, exactement. Le temps que j'avais le regard à l'extérieur, j'ai donné mon pouvoir à ces assassins. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de mettre le projecteur sur soi, d'avoir le regard, comme tu dis, sur moi. C'est là que j'ai du pouvoir. Qu'est-ce que tu en fais? Peu importe la situation. Aujourd'hui, on n'a pas à se comparer. On a chacun de nous ici, présents, une histoire de vie. On n'a pas à comparer. Et le temps que tu mets le regard sur toi, tu as le pouvoir de faire des choix plus simples pour toi. Arrêtez, selon moi, de douter de soi, de s'inférioriser, de se culpabiliser, de se détruire par un discours qui est tellement pas nous. On doit apprendre à arrêter cette construction mentale qui nous détruit. Nous ne sommes pas ces pensées. Ces pensées ont été créées dans notre histoire de vie. On veut vivre le présent, alors il faut arrêter de calmer ces pensées parce que nous ne sommes pas ces pensées. Alors c'est à nous d'aller piger dans nos pensées plus saines au moment présent en ayant un sens à ce qu'on vit et ce sens, c'est le trouver à travers ces expériences. Et tu sais, il a dit ce que ça le fait pour moi d'avoir marché ce chemin. Bien, aujourd'hui, je l'enseigne. J'ai une femme merveilleuse que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça m'a permis d'avoir un autre enfant, mon fils qui a 19 ans. J'ai 2 petits-enfants de 5 ans et 4 ans. Puis, tu sais, il a dit, ma petite fille, elle a 4 ans, puis elle dit à sa mère, puis parfois elle dit, tu sais, maman, là, papy, là, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Ta petite fille de 4 ans qui me dit ça, là, veux-tu marcher un chemin de vérité? Est-ce que je veux marcher un chemin à montrer à ma petite fille qu'il y en a des bons hommes, puis j'espère que tu en choisiras un bon quand viendra le temps pour toi. Alors, je n'ai pas le droit de priver les autres de qui je suis. Je n'ai pas le droit de priver les autres de qui je suis. Et ça m'a amené aujourd'hui, j'ai été approché par une maison de production ici au Québec. On est après à créer un documentaire qui sera partout au Québec et en Europe aussi, en France. Et suite à ça, il y a des investisseurs de l'Europe qui sont investis à vouloir créer un film, probablement une télésérie avec mon histoire. Jamais au début, elle a dit, j'aurais cru que ça aurait été possible.
C'est beaucoup plus grand que moi, ce que je vis présentement, mais d'avoir libéré ces charges émotionnelles, cette lourdeur d'énergie qui me tirait vers le bas, sans retourner dans le passé, c'est au présent que j'ai fait ces pas-là. Et ça m'a rapproché d'une force intérieure que, selon moi, a toujours été là, mais au cours de mes expériences, je me suis éloigné de moi-même. Et en libérant, ça m'a rapproché. Et aujourd'hui, hey, je vis une vie qui est saine, qui est saine, qui est selon moi, un parcours tellement riche. Parce que pour moi, être en relation avec les humains qui m'ont fait tellement peur qu'aujourd'hui, j'aime l'humain dans toutes ses sphères de vie, en mettant des limites, en me respectant, bien sûr, mais on vit dans un beau monde parce que j'ai décidé que mon environnement sera sain. Alors, mon environnement, moi, pour ceux que je ne veux plus voir, je ne les enlève pas, mais je rajoute des Élodie. Tu comprends? Je rajoute des gens que j'aime. Je rajoute des gens qui croient en moi. J'ajoute des gens qui, quand j'ai un genou au sol, ils me donnent la main et disent « Hey Robert, je suis là pour toi. » Alors, ces gens-là font partie de mon environnement. Alors, j'ai un environnement, moi, qui est vert. J'ai un environnement qui est sain. Parce que j'ai décidé d'attirer ces gens-là et de les laisser rentrer dans mon royaume, dans mon temple, parce que je veux vivre une vie saine. Et si vous me demandez, Robert, est-ce que tu es parfait? Loin d'être parfait. Par contre, j'ai l'expérience de marcher le chemin pour m'en libérer quand je suis déclenché. J'allais te dire, qu'est-ce que j'aimerais que ton message, que ton histoire soit vue, entendue, parce que ça apporte beaucoup. Et puis, en fait, tu as répondu à ça en me disant qu'il y a un documentaire qui allait être réalisé. Donc, je trouve ça vraiment bien. Euh, Tu le sais aussi, le nombre de personnes qu'on peut rencontrer, accompagner dans nos métiers, qui sont construits des carapaces, qui ont des démarrages de vie très, très difficiles, et ça les a cloisonnés. Ils sont effectivement enfermés dans cette colère, ils peuvent devenir bourreaux. Quand on parle de cette fameuse, du triangle de Cartman, Oui. et c'est souvent d'ailleurs dans les bourreaux, tu retrouves des histoires incroyables de victimes finalement qu'ils étaient enfants. Et là, ton message, et ce qu'on peut faire, c'est un cadeau. Merci. C'est un cadeau, c'est vraiment une clé de libération. Ça peut aider tellement de personnes. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas le droit de priver les autres de qui je suis. Je peux-tu terminer avec une histoire, Élodie? Bien sûr. C'est une histoire qui est vraie. C'est une vraie histoire. C'est une vieille histoire, peut-être que vous la connaissez, mais c'est un joueur de football que lui, son rêve, c'est de jouer dans une équipe universitaire. Il envoie son CV dans toutes les équipes universitaires. Il y a une équipe qui l'invite au camp d'entraînement. Il le fait dans le camp d'entraînement. Il est rendu à la fin du camp d'entraînement. Il y a 5-6 joueurs qui restent à retrancher. Il en fait partie. Et le coach l'appelle dans le bureau. Il dit, on ne sait pas si on va te garder, mais par contre, si jamais on te garde, est-ce que tu es prêt à jouer 1 minute, 2 minutes? Et parfois, tu ne joueras pas du tout de la partie. Il dit, coach, c'est mon rêve de jouer dans une équipe universitaire. Je suis prêt à jouer sur le banc toute l'année. Et le coach a aimé sa réponse, ils l'ont gardé. Et comme de fait, il joue 1 minute, 2 minutes, parfois il ne joue pas. Mais il est très sportif, il encourage ses joueurs. Il est rendu à la fin de l'année, ils font les séries. Mais en même temps qu'ils font les séries, il reçoit un appel de la maison. Et l'appel de la maison, c'est pour lui dire comme quoi que ses parents sont décédés d'un accident de voiture sur le coup. Il va voir le coach, il dit, coach, mes parents viennent de mourir en accident de voiture. Le coach a mes sympathies, pack tes choses, retourne à la maison, on se voit l'année prochaine. Mais l'équipe remporte les victoires. Ils se rendent en finale. Et la partie est le dimanche. Et le samedi soir, le joueur arrive sur le terrain, le coach le regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, coach, j'ai enterré mes parents, ça a bien été. Je ne pouvais pas manquer cette partie-là demain.
Il dit, coach, je t'ai jamais rien demandé de l'année. Est-ce que c'est possible de jouer les 5 premières minutes? J'aimerais arriver sur le terrain puis commencer la partie. Ça ne m'est jamais arrivé cette année. Le coach regarde, il dit, écoute, je ne peux pas te faire jouer les 5 premières minutes, on peut gagner le championnat. Il dit, si tu joues 1 minute, 2, si tu fais rien, je te débarque. Il embarque sur le terrain, le coach respecte son engagement. Après 30 secondes que la partie est commencée, il fait un touchdown. Et le coach décide de le laisser sur le terrain. Il fait 4 touchdowns pendant la partie. Il fait gagner le championnat de son équipe. Et là, c'est le feu d'artifice, c'est le champagne, c'est la fête. Et à la fin, il va prendre sa douche. Le coach l'appelle dans le bureau. Il dit, là, tu vas t'asseoir en face de moi puis tu vas me dire ce qui s'est passé. Moi, quand je t'ai engagé au début de l'année, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Et encore moins cette année. Tu as enterré tes parents, là. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Il a regardé le coach droit dans les yeux et il dit, coach, pour la première fois, mon père de là-haut, il me voit jouer parce que mon père était aveugle. Oh. Et moi, ce que je rajoute à ça, il a dit en terminant, c'est qu'il y a des gens qui nous voient jouer. Et ces gens-là, parfois, c'est les gens qu'on aime le plus au monde. Alors, pourquoi pas prendre la décision à partir d'aujourd'hui à mieux se choisir, faire des choix plus conscients, à sortir de l'isolement affectif si on a besoin, à voir la beauté qui nous entoure et surtout, prendre le temps de le respirer, de ressentir cette beauté, cette richesse, en faisant ses choix dans la direction de l'amour de soi et de se permettre d'être soi-même, dans l'authenticité, dans sa vérité. Alors, c'est un choix qu'on peut faire à partir de maintenant. On peut faire un switch à partir de maintenant. Alors, c'est à toi de décider. C'est à nous de décider de quel chemin qu'on veut prendre parce qu'on a le droit du libre arbitre qu'on appelle. Quelle belle histoire, quel beau message. J'ai une dernière question avant qu'on termine cet épisode. Tu as 2 enfants, tu as des petits-enfants. J'aimerais bien savoir quels conseils t'aimerais donner à nos jeunes d'aujourd'hui. À nos jeunes d'aujourd'hui, Et j'allais te dire après, et à leurs parents. selon moi, le plus beau conseil que je pourrais donner aux parents, c'est d'avoir une écoute, d'accepter la différence de nos enfants, de respecter le choix parfois de carrière ou j'ai tellement vu de parents venir en atelier dire « Mon enfant, il a un talent au hockey, mais il va être un artiste. Moi, j'ai reçu la ferme en héritage, puis c'est de génération en génération. J'aimerais ça que mon enfant puisse poursuivre cette aventure-là. Puis il n'aime pas ça. Et là, ben, je vis de l'impuissance. Alors, c'est de respecter les enfants dans le choix qu'ils veulent comme carrière ou comme choix d'école ou comme choix de sport. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut le montrer à nos enfants, c'est de prendre soin de nous. Mhm. Puis pour nos ados, pour les jeunes adultes qui nous écoutent, trouve-toi quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, à verbaliser, à exprimer tes doutes, à parfois te poser la question, c'est quoi que je veux? Je me sens dans le désert, je ne sais pas quoi faire. Reste pas dans l'isolement affectif. C'est douloureux, c'est souffrant. Permets-toi d'avoir quelqu'un autour de toi qui va juste t'écouter, qui va juste t'entendre, qui va juste t'accompagner dans ce chemin-là. C'est important. Je pense que c'est ce que j'aurais le goût de dire à ces merveilleuses personnes qui sont là aujourd'hui en tant que parents et en tant qu'enfants, ados, jeunes adultes, entrepreneurs aussi. Alors, voilà, il a dit ma réponse pour ta question. Je te remercie vraiment d'avoir fait cet échange. Ça va permettre à beaucoup de personnes aussi de te découvrir. J'espère qu'elles auront la chance d'aller te voir. Et un grand merci et je te souhaite une belle continuation. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com.
Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.